Voilà, vous êtes toujours donc à l'écoute de notre émission. J'ai Roger Show sur NRA Radio. Nous allons aller du côté donc d'Abidjan pour voir donc maître Idrissa Traoré, qui est donc le président du mouvement ivoirien des droits humains. Bonjour maître, comment allez-vous? Oui, ça va bien, et chez vous? Bon, ça va très bien maître. Alors, l'audience ont donc des confirmations ou bien des infirmations des charges contre l'ancien président M. Laurent Gbagbo après fin le jeudi dernier. Alors, je voudrais savoir si le mouvement ivoirien des droits humains a des observations à faire. Oui, il faut dire que nous avons suivi cette audience de confirmation des charges où nous nous sommes rendus à La Haye où pendant les 2 premiers jours, nous étions dans la salle. Il faut dire que depuis 2002, le mouvement ivoirien des droits humains et d'autres organisations sont battues pour qu'il y ait une justice en Côte d'Ivoire, pour que les juridictions ivoiriennes puissent connaître des graves violations des droits de l'homme qui ont pu être commises en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite, aucune procédure sérieuse n'a été engagée et donc nous avons estimé qu'il était indiqué que la Cour pénale internationale puisse intervenir, ce d'autant plus qu'en 2003, le président Laurent Gbagbo avait fait une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour, bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas partie. Et cette déclaration de reconnaissance indiquait que c'était pour les événements du 19 septembre 2002 et ensuite. Et donc pour nous, de notre compréhension, donc cette reconnaissance valait jusqu'à la fin éventuellement de la crise née des événements du 19 septembre 2002. Et puis la crise post-électorale également est venue en ajouter aux graves violations. Les violations sont faites plus massives, concentrées dans un temps très réduit. Et donc nous n'avons eu de cesse de dire qu'il fallait qu'il y ait justice. S'il est vrai que notre préférence en tant qu'acteur ivoirien des droits humains va à la justice ivoirienne, mais nous avons constaté que la justice ivoirienne n'était pas à mesure de poursuivre l'ensemble, ou en tout cas les plus grands responsables. Et donc, le président Laurent Gbagbo est poursuivi donc, dans le cadre de ces enquêtes donc, ouvertes suite à la déclaration de reconnaissance. Et cette déclaration de reconnaissance réitérée en 2010, en décembre 2010 et plus tard en mai 2011 par le président Alassane Ouattara, pour nous, c'est une suite logique et ça va dans le sens de la lutte contre l'impunité. Et cette audience de confirmation des charges qui s'est tenue nous a donné l'opportunité également d'apprécier que les droits de toutes les parties étaient respectés devant la Cour pénale internationale. On se souvient que la défense du président Laurent Gbagbo a soulevé un certain nombre d'éléments, a soumis un certain nombre de requêtes, comme par exemple la requête en incompétence, la requête tendant à pouvoir déclarer que le président Laurent Gbagbo n'était pas capable, à mesure de suivre la procédure. Et les juges ont examiné l'ensemble de ces requêtes de façon contradictoire. Et donc, l'audience de confirmation des charges a eu pour effet donc, de donner la parole à chacune des parties, la défense, l'accusation, donc le bureau du procureur qui poursuit la défense de Laurent Gbagbo, et également le représentant des victimes. Et je voudrais insister sur ce point-là. Parce que pour nous, tout ce qui est important d'apprécier dans la lutte contre l'impunité, c'est les victimes. Il ne faut pas, pour nous, regarder l'origine, la couleur, l'appartenance politique des personnes qui sont poursuivies, mais il faut regarder les victimes, l'intérêt des victimes. Il est vrai que nous pensons qu'il est important que l'ensemble de tous les auteurs de violations des droits de l'homme puissent être poursuivis dans l'intérêt des victimes et surtout dans la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Alors, par rapport certainement aux victimes, nous avons eu l'impression que les victimes étaient quand même un tant soit peu un peu oubliées pendant cette audience. Et ensuite, la défense a mentionné du fait que c'était donc des victimes qui étaient un peu ciblées. On a parlé beaucoup plus des populations du Nord et ils ont même mentionné que les populations même du Sud n'ont pas du tout été, ils n'étaient pas du tout présents au niveau donc du camp donc des victimes. Alors, est-ce que à ce niveau vous avez certainement des observations aussi? Oui, il faut déjà pour dire que il faut tenir compte de comment se déroule un procès devant la Cour pénale internationale. Il y a les parties qui sont constituées par la défense
et par l'accusation. Donc les parties au procès, selon le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, donc c'est l'accusation représentée par le bureau du procureur et la défense, donc le suspect ou l'accusé, qui constituent les parties. Et les victimes sont indiquées dans le statut de Rome comme participantes, c'est-à-dire, donc, c'est un groupe qui n'a pas les mêmes droits que les autres. C'est un groupe qui n'a pas tous les droits que les autres. Et je peux également indiquer que la défense, dans ce cadre de cette procédure procureur contre Laurent Gbagbo, la défense a visé de confidentiel la quasi-totalité de sa pièce. Donc la défense a eu pour effet d'empêcher que les victimes aient accès aux pièces. Je pense que c'est un débat qui va s'ouvrir au niveau de la Cour pénale internationale pour apprécier la place exacte des victimes dans un procès. Maintenant, concernant les victimes qui participent à cette affaire, au procureur comme Laurent Gbagbo, il faut tenir compte que ce n'est pas l'ensemble des événements, l'ensemble des faits de la crise post-électorale qui sont jugés. Il s'agit de 4 événements visés par le procureur. Le premier événement, c'est les faits qui sont déroulés entre le 16 et le 19 décembre 2010 à Abidjan dans le cadre de l'installation ou de la tentative d'installation du directeur général de la RTI nommé par Alassane Ouattara. Le deuxième fait, c'est les faits du 3 mars 2011, les femmes qui ont été tuées à Abobo. Le troisième fait, il s'agit de l'obus qui est tombé sur un marché à Abobo, qu'on appelle le marché Konesiaka. Et les 4 faits sont des événements qui sont déroulés le 12 avril à Yopougon. Donc, il faut pouvoir comprendre les événements visés par le procureur pour apprécier qui était victime éventuellement, qui pouvait partir. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que pendant ces événements-là, il y a eu d'autres victimes que quasiment des ressortissants du Nord? C'est la question qu'il faut se poser. Et même s'il y avait d'autres victimes, est-ce que ces victimes ont demandé à participer à la procédure? Je rappelle que ce n'est pas le procureur qui va choisir ou désigner les victimes participantes. C'est les victimes elles-mêmes. La participation, elle est volontaire. Et donc, c'est les victimes elles-mêmes qui demandent, et la publicité avait été faite en son temps par la Cour pour demander aux victimes de remplir des fiches. Et ce sont les victimes qui ont rempli. Et sur ces victimes-là, il y a eu 199 qui ont été acceptées, en tout cas dont la situation paraît être liée aux 4 événements visés par le procureur. Je pense qu'il ne faut pas sortir, pour nous en tout cas en tant que défenseurs des droits de l'homme, il ne faut pas sortir le procès de son contexte qui est lié à 4 événements et non à tout l'ensemble de la crise qui part de 2002 jusqu'à 2011. Alors, par rapport à l'audience, au lieu de l'audience de confirmation des charges, on a failli donc assister à un procès donc de M. Alassane Dramane Ouattara et aussi donc de la rébellion. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir seul M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale n'est pas certainement une erreur un peu politique? Moi, je ne parlerai pas d'erreur politique parce que je pense que tout cela s'inscrit dans un processus judiciaire, et non politique. Et puis, deuxièmement, chacune des parties est libre d'utiliser les arguments qui lui paraissent nécessaires et importants pour la défense de sa cause. Et donc, la défense a peut-être dû estimer que un certain nombre d'éléments devaient être portés à la connaissance des juges pour leur permettre d'apprécier le contexte général de toute la situation en Côte d'Ivoire. Et les juges apprécieront certainement. De l'autre côté, nous, en tout cas, nous pensons, en tant qu'acteurs des droits de l'homme, que pour même la crédibilité de la Cour pénale internationale, pour montrer que le caractère d'exemplarité de la Cour pénale internationale, que d'autres personnes puissent être devant la Cour, si
si éventuellement le procureur réunit des éléments de preuve contre ces personnes-là. Mais ceci dit, nous pensons et nous le conduisons que la justice nationale doit pouvoir être également en mesure de pouvoir prendre en charge un certain nombre de personnes parce que la Cour pénale internationale ne pourra couvrir ou ne pourra prendre en compte que la situation des plus hauts responsables. Le plus haut du travail reviendra à la justice ivoirienne qui devra pouvoir se montrer impartiale, qui devra se montrer indépendante, qui doit montrer une justesse dans les poursuites, faire en sorte que le sentiment ne soit pas donné, que certains coupables, certains auteurs sont protégés et d'autres sont punis et sont là beaucoup punis. On se rappelle qu'en 2000, lorsqu'il y a eu le charnet de Bougon, il y a eu un procès, il n'y a pas eu de coupable. Et vous savez, la crise a allé s'accentuant. Et donc nous pensons que la lutte contre l'impunité que nous prenons, et c'est au nom de cette lutte contre l'impunité que nous soutenons les procédures devant la Cour pénale internationale, que nous soutenons les procédures en Côte d'Ivoire. Donc au nom de cette lutte contre l'impunité, il faudrait que l'ensemble des acteurs de violation des droits de l'homme puissent être poursuivis, quelle que soit leur classe, leur couche sociale, quelle que soit leur appartenance politique ou ethnique. Justement, par rapport à ce procès, est-ce que vous ne pensez pas que la Cour pénale internationale est en train de jouer sa crédibilité, hein? Beaucoup d'observateurs pensent qu'après 2 semaines, les charges ne sont pas suffisantes pour traduire M. Laurent Gbagbo devant une cour de justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Moi, je constate, je voulais faire déjà un certain nombre de constats. Je constate que il y a eu les événements visés par le procureur sont des événements déjà suffisamment graves pour mériter des poursuites. Maintenant, quitte à savoir la pertinence et la qualité, la valeur des éléments de preuve fournis, produits par le procureur et la contradiction apportée, la qualité et la valeur de la contradiction apportée par la défense, il nous reste tous à attendre la décision de la chambre préliminaire qui va se prononcer. Parce qu'il faut rappeler que nous n'avons pas accès au dossier, nous n'avons pas accès à l'ensemble des pièces, nous n'avons même pas accès aux déclarations qui sont classées confidentielles. Je vous rappelle que la procédure s'est déroulée, il y a eu des parties qui étaient à huis clos total, il y a eu des parties à huis clos partiels, il y a eu des parties publiques. Ça veut dire que en tant qu'observateurs, nous n'avons pas eu accès à l'ensemble des éléments du dossier, nous n'avons pas eu accès à l'ensemble de la qualité des pièces, nous n'avons pas eu accès aux témoignages, nous n'avons pas eu accès aux documents, aussi bien de l'accusation que de la défense. Et donc, il nous paraît, en tout cas, en tant qu'acteurs des droits de l'homme, en tant que juristes, en tant qu'observateurs, il nous apparaît hasardeux de juger de la qualité ou de la pertinence des preuves ou des arguments des uns et des autres. C'est la chambre préliminaire qui est indépendante et qui a bien montré à une maîtrise. Parce que je vous rappelle que la Cour, il y a eu des affaires où il n'y a pas eu, les charges n'ont pas été confirmées. Il y a eu d'autres affaires où les charges ont été confirmées, où les chambres de première instance sont acquittées. Et donc, je pense qu'il faut laisser à la chambre préliminaire d'apprécier elle seule, qui a l'ensemble du dossier, l'ensemble des pièces. Le reste, pour nous, ce serait des supputations, des déclarations de personnes qui n'ont pas l'ensemble des éléments. Et puis, nous ne pouvons pas nous avancer sur cette voie-là parce que nous voulons rester collés à la logique des choses, aux principes qui ont gouverné toute cette procédure pour dire en un mot comme en mille, n'ayant pas eu accès à l'ensemble des pièces, à l'ensemble des témoignages, nous ne pouvons pas juger et c'est là. Dans tous les cas, même si nous avions eu accès à tout cela, seule la chambre préliminaire qui va juger de la pertinence et de la qualité des éléments de preuve et des arguments de la défense qui ont pu être versés au-dessus. Alors, maître, l'avant-dernière question. Hein? Alors, au milieu donc de ce procès, Amnesty International a publié donc un rapport. Le titre c'est donc Côte d'Ivoire, la loi donc des vainqueurs, ce qui veut dire depuis le transfèrement de M. Laurent Gbagbo, il y a encore donc une violence actuellement
à Abidjan. Est-ce que cela n'apporte pas certainement, hein, j'allais dire de l'eau, ça n'apporte pas, j'allais dire, beaucoup d'éléments hein, à la défense qui dit que, bon, en réalité, hein, le camp qui agressait, le camp qui attaquait, c'était plutôt ceux qui sont au pouvoir. Oui, d'abord, il faut dire que moi, je n'apporte pas d'appréciation sur le rapport d'Amnesty International, un rapport que je salue, un rapport que j'ai lu et j'espère que les autorités ivoiriennes vont le lire, vont tirer les conséquences de ce rapport, vont apprécier, vont mener des investigations éventuellement sur un certain nombre de faits et puis peut-être des sanctions seront prises. Mais je voudrais dire, le rapport d'Amnesty date de l'année 2012, donc des faits de l'année 2012, donc ils n'ont rien à voir avec ce qui est poursuivi devant la Cour pénale internationale. Et si d'aventure, ce rapport devait avoir une certaine importance, c'est de dire il faut que les personnes soient poursuivies, il faut que la lutte contre l'impunité soit la plus ardue possible pour décourager tous ceux qui pensent, tous les prédateurs des droits humains, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer, peut-être à raison de leur position, à raison de leur qualité, à raison peut-être de supposer protection dont elles pensent pouvoir bénéficier, que ces personnes puissent être découragées. Mais ceci dit, les faits reprochés au président Laurent Gbagbo n'ont rien à voir, ne sont pas positionnés, n'ont pas été des faits qui ont été commis dans la période que couvre le rapport d'Amnesty. Et donc, pour moi, il n'y a pas de lien à faire, sauf à faire un constat pour dire que les violations des droits de l'homme se poursuivent et que la lutte contre l'impunité doit se poursuivre. Alors, merci beaucoup, Maître. La toute dernière question. Hein. Vous êtes certes le président du mouvement ivoirien des droits humains, hein, mais vous êtes aussi africain et ivoirien. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait hein, de voir donc M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, surtout après son intervention devant cette Cour? Il faut dire que ce n'est pas déjà agréable de constater que celui qui était à la tête de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 2000 à 2010, se trouve devant le corps des accusés, se trouve devant les juges pour être jugé. Mais en même temps, quand je dis cela, je le dis aussi parce que j'ai eu un pincement au cœur, même à l'arrestation du président Laurent Gbagbo. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu les images à la télévision. J'ai été meurtri. Mais je me dis, mais pourquoi? Et cela doit, pour moi, au lieu de peut-être de se retrancher ou de se mettre dans une position de dire, mais ce n'est pas bon, oui, ce n'est pas bon, mais cela doit interpeller nos hommes politiques, nos dirigeants pour dire, ils ne peuvent pas tout faire impunément parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ne peuvent pas tout faire parce qu'ils ont une parcelle du pouvoir que le peuple leur a donnée. Il faut qu'ils fassent tous attention pour éviter qu'on arrive à cette situation-là. Et sur ce point également, comme vous avez parlé en tant qu'Africain, je vais vous dire ceci. Il y a l'autre débat aussi qui peut avoir cours, c'est de dire la Cour pénale internationale semble être une cour, ou certains l'affirment, une cour contre les Africains. Vous n'avez pas posé la question, mais moi, si vous permettez, je vais en dire un mot. Allez-y, bien sûr, allez-y. Premièrement, il faut faire. Moi, en tant qu'acteur de droits de l'homme, tant qu'il y a une juridiction qui peut poursuivre des personnes qui se rendent coupables de violations des droits de l'homme, de graves crimes, des crimes internationaux, pour moi, c'est déjà de gagner. Mais deuxièmement, les procédures devant la Cour pénale internationale aujourd'hui, les situations, il faut pouvoir les voir et les regarder et apprécier si la Cour pénale est contre les Africains. L'affaire en Centrafrique a été déférée devant la Cour pénale internationale par l'État centrafricain. Et c'est dans cette situation que Jean-Pierre Bemba est poursuivi. La situation à la République démocratique du Congo a été déférée à la Cour pénale internationale par la République démocratique du Congo. Il y a l'affaire Lubanga, il y a l'affaire Ndiolotui, qui lui a été déclaré non coupable en première instance, Ndiolo plutôt.
il y a la situation en Ouganda qui a été déférée par l'État ougandais, lui-même. Il y a la situation en Côte d'Ivoire où c'est vrai que de façon judiciaire, de façon juridique, c'est le procureur qui a pris l'initiative. Mais dans la réalité, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui n'était même pas un État parti, qui a estimé depuis 2003 qu'elle n'était pas en mesure de poursuivre un certain nombre de faits et que la Cour pénale devrait s'en charger. Il y a l'affaire du Kenya également, où c'est le procureur de son initiative. Mais il faut rappeler qu'avant que le procureur de la Cour ne puisse demander les poursuites dans l'affaire du Kenya, il n'y avait eu aucune procédure au Kenya. C'est maintenant qu'il y a eu certaines procédures. Maintenant, ce qu'on met en avant, c'est l'affaire du Darfour, donc le Soudan et la Libye. Mais là, je rappelle que la Cour ne s'est pas auto-saisie, c'est le Conseil de sécurité. Et ce sont les États qui ont négocié le traité de Rome, qui ont donné cette prérogative au statut de Rome, y compris les États africains. Cette prérogative au Conseil de sécurité de déférer une situation. Aujourd'hui, on parle de cela, mais le Mali vient de saisir également la Cour pour connaître des violations qui ont pu être commises au nord du Mali. Vous comprenez qu'au même moment où on veut jeter la matière pour le propre sur la Cour pénale internationale, ce sont nous les Africains qui allons devant ces cours pour dire que nous sommes incapables. Je souhaite que nos juridictions soient renforcées, puissent avoir l'indépendance nécessaire, puissent avoir la qualité nécessaire et que nos juges aient le courage indispensable pour poursuivre. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous ne verrons pas ce spectacle que nous avons vu. Nous pourrons un jour dire, nous sommes fiers de notre justice et que nos chefs d'État, nos dirigeants ne seront pas regardés en spectacle devant nos juridictions, que nos juridictions pourraient prendre en charge l'ensemble des violations. Mais en tout état de cause, pour moi, toutes les actes qui peuvent pour aller dans la lutte contre l'impunité, contre les acteurs ou les auteurs de violations des droits de l'homme, pour moi, je suis preneur. Merci beaucoup. Je vous remercie, maître. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je vous signale que nous étions donc en direct avec maître Idrissa Traoré, qui est donc le président du mouvement ivoirien des droits humains. Au revoir, maître. Au revoir.